Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission qu'il ne faut absolument pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. On est le mercredi à 19 juin et les épreuves du bac ont commencé. Je vous propose donc une présentation très studieuse de nos chroniqueurs. On commence à ma droite. Musique, c'était l'élève toujours dissipé au fond de la classe au lycée, celui qui aimait parler avec les copains et draguer les filles, enfin qui essayait. Le capitaine Yann Dujarrier Pistard au club de Vélizy 78 est avec nous. Michael, vous me connaissez trop bien. C'était Bonsoir, ça exactement. Je me trompe pas. Mot pour mot. Donc rien à rajouter. Non, c'était ça. Ouais. Après, alors, élève sérieux peut mieux faire. Ça, voilà, une des appréciations que j'avais souvent. Et j'ai eu aussi élève fantôme. Sur En tout cas, vous êtes bien présent sur ce plateau pour l'émission. On passe de l'autre côté, musique. Elle vient tout juste de sortir du lycée. Elle était à la fois studieuse et bavarde, mais elle arrivait toujours à avoir de super notes. Notre petite nouvelle, Véronique Chaplin, fondatrice du T-Break, est avec nous. Et coach mental également. Oui. Comment allez-vous ? Super, pleine forme. Même chose que pour Yann, c'est à peu près vous la description ? Non, pas du tout. Très studieuse. J'ai été très studieuse, excellente élève, première de la classe. Ouais. Pas tout à fait, non. Un peu bavarde. Un peu bavard. C'est arrivé sur le tard, le bavard. Bon, on va voir ça sur cette émission en tout cas. On passe de l'autre côté, musique. Il était sage comme une image en classe. Ses professeurs l'adoraient. C'était le chouchou. Mais avec le temps, il s'est dévergondé pour devenir dans cette émission la légende, le mythe. Notre super chroniqueur, coach Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonsoir. Vous êtes sage aujourd'hui. J'ai toujours été très sage, très studieux. Le chouchou ? Oui, aussi, oui. Toujours. Ah oui, toujours le premier. Jamais raté un cours, j'excellais, vraiment, bon, rien à dire. Rien à dire. Absolument rien à dire. On termine de l'autre côté, musique. Il séchait parfois les cours pour aller chevaucher dans la campagne avec ses chevaux, mais il n'oubliait pas d'avoir de très bonnes notes à l'école. Notre Zoro-Yvinois Raoul Cotré-Dautré, de plaisir, est avec nous. Bonjour Mickaël. Comment allez-vous Raoul ? Parfait. Pareil, vous alliez vous balader dans la campagne ? C'était un peu à la carte pour moi. Les bancs de l'école n'étaient pas trop faits pour moi. Ouais. Donc vous avez eu votre bac quand même ? Oui. C'est déjà ça, c'est le principal. Péniblement. Alors avant de passer au thème de l'émission, un mot de football. Messi vient de signer à Dijon. Vous m'avez bien entendu, Ryan Messi, 12 ans, jeune attaquant licencié au FC Versailles 78, va intégrer le centre de formation du club. Il a été repéré en février dernier par les recruteurs du club qui évolue en Ligue 1. On lui souhaite évidemment d'avoir la même carrière que l'Argentin du FC Barcelone et de remporter 5 ballons d'or dans le futur. Une réaction autour de cette table, Yann ? Bon courage. Bon courage, je l'ai déjà dit sur ce plateau, le parcours pour devenir un grand champion, et alors là quand on parle de personnes comme Messi, c'est vraiment le terme qu'il faut employer, et donc le parcours est très très long et très compliqué, chemin de beaucoup d'embûches, faut éviter les blessures, faut avoir un peu de chance aussi, et donc voilà, là il est sûr, on va dire qu'il est sur de bons rails, mais voilà, c'est loin d'être terminé, et il faut avoir un gros mental, et donc faut rien laisser au hasard. Je pense que aujourd'hui les centres de formation axent beaucoup là-dessus. Il faut pas oublier justement le côté études, parce que à n'importe quel moment une carrière sportive, je ne peux pas juste dire de footballeur, mais une carrière sportive peut s'arrêter à n'importe quel moment sur un coup du sort, et donc voilà, bonne chance à lui, bien sûr qu'on lui souhaite le meilleur, et qu'il puisse représenter les Yvelines plus tard, voilà, simplement qu'il en parle. 5 ans, 6 ans peut-être. Mais bien sûr, ça peut aller vite. Oui, ça peut aller vite, mais bon, voilà, ce sont des années très importantes, et l'adolescence est loin d'être une période facile pour les jeunes. Donc voilà, c'est bon courage. Véronique, ce nom Messi, ça va pas lui porter préjudice justement ? Non, Non, il va se faire sa personnalité, il va se faire un prénom. La seule chose, c'est qu'il reste lui-même, qu'il ait sa propre identité, avec un joli nom, au contraire, qui peut lui porter chance, et puis qu'il n'oublie pas de travailler le mental, à côté des ébûches, du physique, des études, voilà, mentalement, qui se renforce pour que, quoi qu'il arrive, il ait un bel avenir. Raoul, un nom comme celui-là, ça vous évoque quoi ? Je pense que là, on parle de choses sérieuses, on rentre dans le sport de haut niveau, il est à la croisée des chemins. Je pense qu'un prénom est un facteur vraiment négligeable par rapport à l'importance des choix qu'il a à faire. Jean ? Vous qui adorez ce genre d'infos ? Ouais.
Ah, c'est bien, le gamin, il a 12 ans. Il a 12 ans, Yann l'a dit, il faut aussi qu'il soit très très bien encadré. Voilà, parce que c'est un enfant, donc 12 ans. Donc ça va pas l'handicaper, lui mettre trop de pression? J'espère qu'il n'a pas la pression à 12 ans quand même, parce que ce serait regrettable. S'il a déjà la pression à cet âge-là, ça va être dur pour lui. Les années vont être longues quand même. Après, un Mbappé à 16 ans était déjà en Ligue des Champions. Oui, c'est bien, mais c'est des exceptions quand même. Il y en a un tous les combien. Donc on lui souhaite, lui aussi. Mais bon, c'est un gamin, quoi. Donc il faut qu'il soit bien encadré, pour qu'il reste bien sur terre. Je pense que pour tous les sports et pour tous les jeunes, et même d'ailleurs même quand on est adulte, le sport doit rester, le leitmotiv du sport, ça doit rester un plaisir. Ça ne peut pas être une contrainte. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous si vous allez à l'entraînement si ça vous emmerde d'aller à l'entraînement, tout simplement. Il faut que ça reste un plaisir. Même quand on va se déchirer, même quand on va se faire mal sur des séances d'entraînement, il faut qu'on sache pourquoi. Et à partir de là, le travail sera plus facile à réaliser. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de BMX. Les Français ont remporté 3 médailles lors d'une manche de Coupe du Monde qui s'est déroulée au stadium de Saint-Quentin en Yvelines. Nous ferons également un coup de projecteur sur le baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont terminé 3e de la Coupe d'Europe en République tchèque. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler de golf. On commence donc par du golf et une très bonne nouvelle. Elle concerne la Ryder Cup 2018. D'après une étude commandée par les organisateurs, dont la Fédération française, la dernière édition qui s'est déroulée au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre dernier aurait boosté l'activité économique de la France à hauteur de 235 millions d'euros pour une semaine de compétition. Les revenus concernent à la fois les restaurants, les hôtels, les transports. Une première réussie pour une Ryder Cup sur le sol français. On écoute le DTN de la Fédération française, Christophe Muniza. C'est lié au succès de l'événement en France, c'est lié également à sa puissance, tant d'un point de vue médiatique en termes d'attractivité du grand public, et c'est évidemment une satisfaction. On va faire un petit tour de table. Ce chiffre vous surprend-il, Jean? Oui, parce que c'est quand même énorme. Après, il est certain que c'était vraiment une manifestation très réussie et d'une envergure énorme, avec des retombées maintenant qu'on arrive à chiffrer, mais c'est quand même impressionnant. Parce que juste il me semble que on était sur peut-être même pas la moitié avant sur la dernière Ryder Cup. Alors la dernière Ryder Cup avait généré, donc à Glen Eagles en Écosse, c'était en 2014, avait généré 119 millions d'euros. Environ. C'est bien ce qui me semblait, parce que je voulais pas en être sûr, mais il me semblait bien qu'on était autour de 100 millions, donc là c'est plus du double alors finalement, donc c'est à peu près plus du double. 119, 238, 235, ça fait le double. Donc bien sûr que c'est énorme, c'est un chiffre énorme. Ensuite, j'ai entendu dire dans les coulisses que tous les bénéfices n'allaient pas sur le territoire français. Je laisserai Véronique nous approfondir ce débat. Mais pour moi, c'était une belle réussite. C'est une belle réussite, et c'est quand même sur le sol français et dans les Yvelines que cette manifestation s'est déroulée. Donc, cocorico. Véronique, vous avez été interpellée par Jean. Oui, non mais Jean a raison, moi j'y étais puisque j'y bossais, donc j'ai pu voir cet engouement pour la première fois de ma vie. Moi qui travaille dans le milieu du golf aussi, j'ai trouvé que c'était une vraie grande belle fête populaire, une organisation parfaite, une masse de gens, une énorme ambiance. En revanche, c'est vrai que sur ce chiffre-là, il y a beaucoup de bénéfices qui ont été pour les organisateurs, les Anglais. Tous les vendeurs étaient de marques anglo-saxonnes, néanmoins. Donc, si on organise une prochaine Ryder Cup, peut-être plus, arriver maintenant qu'on a prouvé qu'on pouvait accueillir grandement et avoir un peu plus d'autonomie, la France. Mais en revanche, l'image de la France, de Paris, de Versailles, des Yvelines, a été vraiment très, très valorisée. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'est un chiffre qui me surprend pas tant que ça, parce que d'abord, la France est un pays de golfeurs. Ensuite, on savait que cet événement allait bénéficier d'une grosse couverture médiatique, parce qu'il y avait beaucoup de bruit qui était généré par
le retour de Tiger Woods également, plein de choses au niveau de l'organisation aussi qui faisait, je pense que le succès de cet événement était prévisible. Donc, c'était la première fois qu'il y avait 270 000 personnes bien sûr. sur un green. Elles étaient attendues, ces personnes. Sur toute la compétition, bien sûr. Je crois que ce chiffre était à attendre et bravo. Attention, s'il est question de refaire une édition, attention à ce que... la barre a été placée très haute. Voilà. Justement, ce sera la question après, Voilà. mais je laisse la parole à Yann. Moi, la question, est-ce que les chambres d'hôtel sont pas 2 fois plus chères en France qu'en Écosse et Donc, du coup, automatiquement, ça fait 2 fois plus. Non, je plaisante. En soi, à Gleneagles, c'était quand même dans la campagne écossaise, hein, pour revenir sur votre interrogation. Non, mais c'était vraiment c'était juste une boutade, bien sûr. Je ne pense pas que ce soit lié à ça. C'est plutôt lié au fond de la classe. Voilà, c'est ça. C'était plutôt lié à un vrai engouement et à simplement le fait qu'il y ait plus de monde qui ait pu venir et les moyens qui ont été mis en place aussi pour les accueillir, parce que cette tribune, elle était magnifique et elle a été pleine non-stop pendant 3 ou 4 jours d'ailleurs la Ryder Cup, je sais même plus. 3 jours, voilà. Donc 3 jours de compétition, mais 5 jours sur l'ensemble de l'événement. Donc voilà, on sait que la France, on est capable d'organiser, on est capable d'accueillir, on a toutes les infrastructures pour réaliser ces gros événements. Maintenant on va passer à la question suivante parce que ouais, bien sûr qu'il faut que ce soit juste produit. une petite précision, 220 000 nuits d'hôtel ont été réservées aux alentours du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant la compétition et un petit peu avant aussi. Moi, ma grosse crainte, c'était l'accessibilité au golf national, parce que quand je vois régulièrement, tous les ans, quand ils organisent l'Open de France, on réquisitionne quelques parkings quelques champs autour du golf pour pouvoir garer tout le monde. Et là, c'est vrai que tout a été fait pour que les navettes venaient de très loin. Moi, je me souviens avoir vu des navettes venir de Saclay. Donc, dès Saclay, on pouvait commencer à se garer et ensuite venir en transport. C'était cadré. Les gens se garaient à Satori et c'est pareil. C'était des navettes donc voilà, tout a été très bien géré là-dessus pour éviter trop d'engorgements au bord du golf national. Donc, un grand chapeau pour toute cette orchestration. Justement, la question sur ce thème, est-ce qu'il faut réorganiser une Ryder Cup ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Oui ou non? Bon, vous êtes unanime. Ah, vous êtes partagé, oui, parce que Raoul. je pense qu'on a le même argument. Pourquoi? Oui, c'est que je crois que c'était une toute première, que beaucoup de facteurs étaient en faveur de l'événement et que est-ce qu'il faut le réorganiser? Oui, parce qu'on a démontré qu'on avait les capacités à le faire de la meilleure des manières, mais s'attendre aux mêmes bénéfices et aux mêmes retombées économiques, je ne suis pas sûr. Voilà pourquoi vous mettez un petit bémol. Voilà pourquoi j'ai donné une réponse à 2 facettes. Voilà. Vous, Véronique, vous êtes convaincue à 100%? À 200%. 200%. Oui, 200%, parce que moi, vous savez, je travaille avec des sportifs de haut niveau. Quand vous voyez quelqu'un qui est quand même de notoriété comme Yannick Noah, qui une semaine avant se faisait une joie immense de jouer le Pro-Am avant la Ryder Cup, s'est entraîné, avait peur, etc. Des gens, des footballeurs connus qui du Cameroun m'ont demandé des places 2 ou 3 mois avant, etc. Là, ils ont vu que c'était extraordinaire. Il y a des tas de gens qui ont dit si j'avais su. Donc moi, à fond, parce qu'il y a une vraie consonance internationale, et la Ryder Cup, dans le monde entier, c'est la Ryder Cup. Au-delà les médias, elles sont là, etc. Mais c'est vraiment l'événement 90 attendu. pays étaient représentés dans les spectateurs. Oui, tout à fait. Donc, et plus d'1 milliard de personnes ont regardé la compétition. C'est un événement exceptionnel à refaire absolument, si on peut. En tout cas, la Fédération française n'exclut pas d'organiser dans les prochaines années une nouvelle Ryder Cup. On écoute Christophe Muniesa. Pour ce qui est de la Ryder Cup, il y a un processus de candidature et on sait, pour être passé par celui-ci, qu'il est assez long et complexe et que la prochaine fenêtre de tir, ce sera pas avant 2026 voire 2030. Donc oui, on est très clairement motivé pour candidater de nouveau à l'accueil de ce type de compétition. Donc si on comprend bien, la Fédération française envisage vraiment d'organiser cette nouvelle Ryder Cup 2026-2030. Ça vous va, Jean? C'est très bien. C'est très bien. Mais là, ils n'ont pas le choix. De toute façon, ils ne pourront pas la faire avant. Donc, ils peuvent la faire après. Est-ce qu'il faut attendre? Non. Oh, attendre. 26-30, c'est très bien. Le plus tôt possible. Justement parce qu'il y aura encore dans les mémoires
cette organisation qui a été quand même magnifique. Et je rejoins Véronique sur l'engouement et certaines personnes, certaines catégories de personnes qui étaient attentistes sur cet événement et qui, à mon avis, la prochaine fois, c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec mon ami, qui lui pense que ça ne marchera pas. Moi, je pense que ça marchera encore mieux. Encore mieux parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient attentistes. Après les premières fois, ça marche toujours mieux. Non, mais non. Non. Il y a eu cet effet-là à Valderrama, par exemple, en Espagne, en 1997. On était à peu près sur le même cas de figure. C'était la première Ryder Cup qui était organisée en dehors de la Grande-Bretagne. Et il y a eu cet engouement-là également. Avec moins de retombées économiques. Oui, mais on a le savoir-faire en France. On a vraiment le savoir-faire et on a vraiment les installations pour. C'est un cadre magnifique quand même. Il faut savoir quand même que le national et les alentours, parce que c'est ça aussi. Parce que là, vous parliez de l'Écosse tout à l'heure. Bon, entre la Pampa là-bas, en plein milieu de la forêt, entre 3 vaches et 2 dinosaures encore, aller faire le golf, ça n'a rien à voir avec Guyancourt et le national, avec tout ce qu'il y a autour, tout ce que les Yvelines procurent, ne serait-ce que même en tourisme. Donc les gens qui viennent du monde entier, d'unités, notamment bien au Château sûr. Versailles. Et voilà, non mais forcément, donc il y a un cadre qui est privilégié et magnifique avec le savoir-faire en plus. Moi, je suis persuadé que qu'on va exploser les compteurs si on revenait à le faire. Et le plus tôt sera le même, justement, pour que dans les mémoires, on se souvienne encore de cette organisation l'an dernier. Yann, vous êtes d'accord ? Alors moi, 2026 pour moi, on ne l'aura pas au moins avant 20 ans minimum avant que la Ryder Cup revienne. Alors, la Ryder Cup est organisée, je le rappelle, tous les 2 ans, une fois aux États-Unis et une autre fois en Europe. Et Chaska, par exemple, dans le Minnesota, a organisé la Ryder Cup en 2016 et va la réorganiser en 2028. Donc c'est possible. Mais c'est le seul golf. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a un golf qui l'organisera 2 fois. Donc, et là, en effet, ils ont 12 ans et il y aura 12 ans entre les 2 organisations. Et donc alors en effet, donc du coup, si on part sur 12 ans, pourquoi pas le refaire en 2030 ? Ouais, ce serait peut-être la meilleure fenêtre de tir, mais on pourra pas l'avoir avant. C'est impossible. C'est impossible de Véronique, 2026. Tout est possible. Moi, je préférerais 2026 parce que je suis persuadée que la 2e édition, effectivement, va exploser les compteurs. Et puis pour nous, c'est important parce que tous ces étrangers qui reviennent avec une très belle image des Yvelines, effectivement, autour du parc de Versailles. Très rapidement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas l'avoir en 2026 ? Il ne faut pas oublier qu'on organise déjà les Jeux Olympiques en 2024. Et donc, mais on ne pourra pas enchaîner les événements, c'est pas possible. Justement, donc le Golf National accueillera les JO de 2024 au Golf National et les Championnats du Monde Junior en 2023 et sans oublier l'Open de France qui sera organisé bien sûr tous les ans sur le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. On va maintenant parler rugby, allier sport et solidarité. C'était l'objectif du tournoi 7 de cœur qui s'est déroulé à Versailles le week-end du 15 juin. Pour cette 8e édition, une trentaine d'équipes étaient présentes au stade de Porchefontaine pour participer à des rencontres de rugby à 7. Il y avait notamment des joueurs venus de toute la France, mais aussi d'Angleterre ou de Chine. On écoute des habitués du tournoi. Nous, ça fait pas mal d'années qu'on est là, qu'on est à Versailles et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de jouer ici, de voir le niveau un peu et surtout de participer à une asso caritative pour ces gens-là et pour le rugby en plus. Parce que c'est un tournoi qui est très relevé sportivement et en même temps le caritatif c'est la cerise sur le gâteau, c'est le fait de pouvoir jouer au rugby et de faire en même temps une bonne action. Cet événement a permis de récolter 90 000 €. Cette année, le tournoi 7 de cœur a soutenu 5 associations, dont celle de l'ancien international français Patrice Lagisquet. Vous connaissez ou pas, Jean, qui est dans le monde du rugby ? Oui, bien sûr, c'est connu quand même. Un tournoi qui a lieu tous les ans. Et l'année dernière, il était fait aussi à Versailles d'ailleurs. Non, c'est bien, en plus, il a fait super beau. C'est dans un bon état d'esprit, c'est un tournoi à 7, il y a même du 5 d'ailleurs. À 7 ou à Versailles ? Ouais, c'était un peu les deux, il y avait à 5 aussi. Non, c'est bien, puis bon là c'est pour du caritatif, donc allier le sport avec le caritatif, c'est toujours très intéressant. Vous avez déjà participé ? Pas encore. Pas en tant que joueur, non, pas en tant que joueur, je joue plus moi depuis longtemps. Hein. Le rugby. Encadrant, non, j'ai des joueurs, oui, j'ai des joueurs qui le font et qui l'ont fait l'an dernier sans problème. Oui. Ils l'ont fait avec plaisir ? Ils l'ont fait avec gifle sur Yvette.
Alors, on voit de plus en plus, en tout cas, d'actions de ce type. La question sur ce thème, est-ce que c'est le rôle du sport d'aider des associations? Oui ou non? Vous votez. Vous êtes partagé. Véronique, vous êtes partagé. Yann, vous êtes partagé également? On va faire un petit duel. Véronique, pourquoi vous êtes partagée? Non, pour moi, le sport est un magnifique support pour les associations. Moi, en tant que présidente d'association, j'ai toujours utilisé le sport. Pourquoi? Parce que les sportifs ont toujours une grande âme d'enfant et sont très généreux. De là à utiliser le sport, voilà, le caritatif peut utiliser n'importe quel support, mais ça peut être la musique, par exemple. Ça peut être la musique, ça peut être des tas de choses. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le sport est rassembleur au-delà des différences. Donc je pense que c'est un bon moyen. Mais en tant que support, voilà. Yann. Je suis mitigé parce que il faut pas que ça tombe dans la facilité non plus. On fait du sport pour pouvoir faire du caritatif parce que c'est facile d'organiser du sport. Je pense qu'il faut simplement, pour pouvoir faire vivre le caritatif, avoir la bonne idée. Et à partir de là, les gens vont suivre. Si vous avez le bon support et que vous mettez de l'autre côté quelque chose qui va plaire aux gens, voilà, faut avoir la bonne idée. Voilà, faut pas que ça la rentre dans la facilité et que ça devienne des automatismes. Le sport, c'est avant tout une école et d'éducation. Maintenant, oui, il permet de passer des messages et donc du coup de servir à cela. Mais faut pas que ce soit trop présent non plus. Raoul, on a déjà beaucoup de mal à trouver de l'argent pour faire vivre le sport. Raoul, vous avez été convaincu par Véronique? Oui, bien sûr. Par Yann. Mon propos va se rapprocher un petit peu de celui de Véronique. À savoir que le sport, pour moi, est une des plateformes, entre guillemets, les moins politisées. Donc, les plus saines pour véhiculer ce type d'événements, les œuvres caritatives. Et puis parce que les sportifs, je pense, sont les plus concernés par ces notions, qui plus est dans le sport collectif, par ces notions de partage et de don. Un sportif qui soit amateur ou loisir ou même professionnel fait beaucoup de dons, fait beaucoup de concessions. Donc je crois que c'est le meilleur acteur à utiliser pour ce genre de phénomène. Voilà. Jean. Pas mieux. Pas mieux. Non. Fin de la thématique. Non, mais on utilise en plus le rugby. On utilise le rugby qui est un sport qui a quand même de belles valeurs. Oui, le sport collectif par excellence. Par excellence au niveau des valeurs. Il y a également le golf, par exemple. Véronique pourrait le dire. Il y a énormément d'événements de golf. Oui, j'entendais. Alors, je suis assez d'accord sur l'esprit du sportif collectif, mais moi, j'ai pratiqué le marathon et le tennis, par exemple, des sports individuels. Et justement, on est content de retrouver là des événements collectif de corps où notre sport, ça c'est très important. Et je vois dans mes événements que les tennisman, les sportifs individuels sont contents et jouent le jeu à fond parce que justement ils se retrouvent en collectif. Et ça n'a pas de prix. Et dans le T-Break, par exemple, vous organisez des tournois en double, en fait. Alors voilà, c'est toujours par équipe, tout est par équipe, que ce soit les multisports ou le golf, c'est un titre par équipe. Et donc l'idée, c'est vraiment de jouer les 4 balles meilleures balles avec la stratégie, la tactique et que tout le monde est impliqué et non pas un score individuel. Oui, tout à fait. Donc le rugby, vous rejoignez? Dans le vélo, ça existe aussi. Je veux dire, on a le Tour de France est adepte de mécénat chirurgie cardiaque qui les accompagne et qui les aide beaucoup. Et tous les ans, il y a une étape qui est parcourue par des célébrités pour récolter des fonds pour cette association qui aide des jeunes avec des défaillances cardiaques et qui viennent se faire opérer en France. Ça ne coûte rien, ils viennent en famille d'accueil, etc. C'est des très beaux messages. Mais voilà, moi je reste sur le bémol. Il ne faut pas que ce soit des systématiques. Voilà, parce que aujourd'hui les grands sportifs sont énormément sollicités et du coup ça devient difficile. Il en faut plus ou pas pour vous, Jean? Plus de quoi? Plus d'événements de ce type. Il y en a déjà pas mal et puis attention, il ne faut pas non plus, on le dit depuis tout à l'heure sur ce plateau, il ne faut pas non plus que ça
ça prenne sur le sportif quand même, hein, parce que tous ces joueurs-là, on parle du 7 de cœur, tous ces sportifs, tous ces joueurs-là ont leur championnat respectif dans leurs différents clubs, et que c'est quand même le propre et la base de leur sport dans leur club. Ils sont faits pour ça avant tout. Hein. Là, c'est un truc en plus, c'est une œuvre caritative, et puis un bon moment de convivialité et plus affinité. Donc d'accord, mais il ne faut pas non plus trop toujours le multiplier. avec modération. La troisième mi-temps, Attention, bien sûr. toujours avec modération. N'exagérez pas. Hein. De l'eau, toujours de l'eau. Donc non, mais il ne faut pas non plus trop exagérer. Hein. Ce que disait Yann, il ne faut pas non plus que ce soit trop systématique et que ça engendre un petit peu trop de multiplication de ce genre d'événements, parce qu'on se dit ça marche pour le caritatif, donc on va en faire un peu plus. Non, il faut faire attention. Là, c'est quand même particulier, ça existe depuis un certain temps, donc là c'est différent, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop dans l'abus. On va passer maintenant à notre rubrique résultats et on continue par du BMX. En BMX, donc, une manche de Coupe du Monde de BMX s'est tenue au stadium de Saint-Quentin-en-Yvelines les 8 et 9 juin dernier. Plus de 12 000 personnes ont assisté à l'événement et ont pu voir 3 médailles françaises, 2 médailles de Joris Daudet qui termine 3e et 2e, et surtout la victoire de Manon à Valentino. On écoute la réaction de la championne. Le public français était là à crier encore et je me suis dit il faut que j'aille, il faut que j'essaie. J'ai poussé dans les bosses, c'est passé, c'est juste incroyable d'avoir gagné ici. Les prochaines manches de la Coupe du Monde se dérouleront les 14 et 15 septembre aux États-Unis. La question sur ce thème, peut-on se satisfaire de ce résultat ? Je rappelle qu'il y avait 9 pilotes français parmi les 250 sportifs présents. Oui ou non ? Vous êtes partagé, Jean ? Tout le monde est OK ? Pourquoi vous êtes partagé ? Alors, je suis partagé parce que sportivement, on ne peut pas se satisfaire de 3 médailles. Il faut toujours viser le plus. Alors certes, c'est sûr, c'est une belle performance, on va dire. Un titre. Un titre et une médaille d'argent et une médaille de bronze, c'est ça ? C'est ça. Sur 4 courses. C'est ça. Voilà. 12 médailles. 12 médailles. Certes, c'est une belle performance, je le dis, je le répète, mais on ne peut pas se satisfaire. Sinon, on s'arrête là, on dit c'est bon, on a eu 3 médailles, un titre, et puis c'est bien, on s'arrête là. Non, on ne peut pas se satisfaire de ça. La question, c'était bien de se satisfaire, je dis non. Il faut toujours viser plus haut, sinon on ne progresse pas. Voilà. D'accord. Raoul, alors vous êtes plutôt satisfait ? Oui, parce qu'il y a 12 médailles. On en touche le quart à nous tout seuls. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs un pays qui a fait mieux ou autant. Je n'ai pas le tableau des médailles, effectivement. Ouais, c'est ça qui mais les Pays-Bas sont à peu près à 3 ou 4 médailles également. Voilà, donc en sachant que c'était à domicile sportif, également. Je peux que être d'accord avec Jean, puisque la complaisance et la satisfaction n'est pas quelque chose à entretenir dans le sport de haut niveau, ça je suis d'accord. Maintenant, il faut aussi savoir quand même se contenter des performances pour le moral positif et la spirale positive du sport français. Donc bon, je salue la performance, mais effectivement, il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers, cher ami. Yann Dujardin, je vous sens chaud bouillant sur ce sujet. Non, je suis pas chaud bouillant, mais on le sait tous que le BMX c'est un sport, on va pas dire aléatoire, mais il faut une part de chance. Un adversaire qui tombe dans un virage juste devant vous, et voilà, la compétition est finie. Et si ça se déroule en finale, ben voilà, il y a vraiment zéro moyen de se rattraper. Moi, on va quand même noter, c'est 4 Français en finale, 4 sur 8 en finale le samedi. Joris Daudet, Romain Mailleux, Jérémy Rancurel et Romain Maillet. Il termine 3e, 4e, 5e et 6e. Voilà. Donc 4 sur 8. Et la même chose le dimanche, 4 filles sur 8 en finale. Chose qui ne s'était pas produite depuis X années. Les filles. J'ai une question. 4 sur 8. Oui. Ils ne pouvaient pas s'arranger quand même pour faire tomber tout le monde et finir les 3 premiers, quoi. Sur 4, ils ont sacrifié. Ce n'est pas sportif. Les valeurs du rugby, elles sont où ? Mais non, mais sur 4, ils ont sacrifié un qui tombait devant les autres, et hop, les 3 ils finissaient en roue libre. Ouais. Premier, deuxième, troisième. Il y a peut-être des stratégies des fois qui sont mises en place. Moi j'aurais fait, moi, ça. Alors là. Jean mise DTN.
Donc vous êtes satisfait? Bien sûr, bien sûr qu'il faut être satisfait. Et puis bon, voilà, Joris Daudet qui reste à son niveau, qui est quand même une fois deuxième, une fois troisième sur 2 jours. Mais il avait gagné l'année dernière. Sur 2 jours de compétition. Il n'a pas gagné cette fois-ci. Ça joue à des détails. Vous avez vu l'arrivée de la finale avec Manon. Elles sont 3 sur la même ligne. Ça joue à une demi-roue. Puisqu'elle a gagné. Ça joue à une demi-roue, à un demi-vélo, sur un parcours. Regardez, voilà, on voit très bien. Elles sont dans les unes à côté des autres, alors que sur les manches qualificatives, ça joue beaucoup plus tôt. C'est toujours fini beaucoup. Là, voilà, sur la finale, les 8 adversaires sont à moins de 10 mètres à l'arrivée, donc ça veut dire que le niveau est hyper dense. La piste fait 400 mètres, je précise pour les téléspectateurs. C'est très compliqué de pouvoir sortir son épingle du jeu. Ça joue à des millimètres, et donc voilà, là on a une belle victoire, on a 2 podiums pour Joris, un podium le samedi, un podium le dimanche. On peut difficilement faire mieux. Bien sûr que ça aurait été top qu'il y ait un petit doublé. Voilà, ce finish, il est génial. Même la 4e, elle est tout juste derrière. Non, ça se joue souvent à quelques millimètres d'ailleurs, dans la vie. Dans la vie. Véronique, on va essayer d'enchaîner avec ça. Oui, alors toujours à quelques millimètres. Donc, en tant que sportif, on veut toujours plus et mieux. Je rejoins Jean, évidemment, mais un moment où savourons les victoires. Là, c'est la coach qui parle. Il faut savoir apprécier, savourer, remercier, féliciter pour mieux repartir et encore plus haut. Voilà. Après, est-ce que vous pensez que Joris Daudet a bien vécu sa manche de Coupe du Monde en finissant 2e et 3e? Oui, je suis d'accord avec toi, mais 2e, 3e, tu as toujours les boules de ne pas être premier. C'est une Coupe du Monde, c'est pas un championnat du monde, c'est pas quelque chose. Il est 2e de la Coupe du Monde. Voilà, la grosse différence sur une Coupe du Monde, c'est que on est là pour marquer des points, et l'objectif c'est le classement général à la fin de la saison. Sur un championnat du monde, c'est la course d'un jour, et en effet, il faut être le premier. Sur une Coupe du Monde, il faut marquer le plus de points, il faut être régulier. Voilà, c'est la régularité qui va payer. Réjouissons-nous de leurs résultats. Et après, demandons-leur plus. Dernière question sur cette thématique. Est-ce que c'est de bon augure pour les Jeux Olympiques, en sachant que cette manche de Coupe du Monde est déjà dans le programme d'accession pour les Jeux Olympiques? Écoute, là, ça va être, c'est génial. Puis j'imagine que les JO, c'est du même niveau. C'est du même acabit. Ce sont les mêmes. Le champion olympique était là, la championne olympique devait être là aussi. Enfin voilà, il y avait un très beau plateau. Donc c'est de bon augure. Oui, bien sûr. Mais attention, faut pas oublier qu'au jeu de Rio, nos Français étaient aussi les favoris. Joris tombe en demi-finale et ils sont tous tombés. Et là, il y a eu la stratégie. Les adversaires. Stratégie d'équipe. Je me souviens que Joris avait. Manon Valentino a également chuté en finale. Donc et pourtant ils étaient favoris, ils devaient ramener des médailles, et le BMX est revenu la queue entre les jambes. Mais entre le guidon. Alors, vu le succès rencontré, une nouvelle manche de Coupe du Monde devrait être organisée l'année prochaine à Saint-Quentin en Yvelines. Ils auront du coup 1 an pour peaufiner leur stratégie, Jean. Alors, on spectateurs, là, c'est pareil, c'est un gros succès. C'est un gros succès au niveau de. La cloche a retenti. Non. Je continue. On continue par du baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont peut-être écrit l'une des plus belles pages de leur histoire. Les Unimontains ont réussi à terminer 3e de la Coupe d'Europe le dimanche 9 juin en République tchèque. Une performance unique depuis la création du club, et forcément, l'entraîneur de l'équipe était très satisfait de la performance de ses joueurs. On écoute Rodolphe Lemeur. Très bon résultat. C'est le fruit de tous les efforts qui ont été faits tout au long de ces dernières années au club. C'est tout d'abord une belle image pour Montigny, cette 3e place pour les clubs, et aussi c'est un résultat nécessaire pour la France, parce qu'on conserve la France en Coupe d'Europe B. Donc la France pourra participer en Coupe d'Europe B l'année prochaine, encore une fois. En championnat, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux sont en play-off. Ils ont terminé 2e de leur poule avec un bilan de 13 victoires et 7 défaites. Ils sont maintenant dans un mini-championnat à 6 équipes en play-off et doivent maintenant faire un sans faute pour se qualifier pour la finale. La question sur ce thème, est-ce que cette performance peut les booster jusqu'à la fin de la saison? En sachant qu'ils doivent faire un sans faute. Ou presque. Oui, vous êtes d'accord? Véronique? Ah oui, ça peut les booster. Ça peut que les booster? Ça peut que les booster.
Vous pensez pas qu'ils ont épuisé un petit peu d'énergie? Non, pas du tout. À partir de la victoire, l'énergie, c'est de l'énergie positive. C'est de l'énergie qui va décupler encore l'énergie derrière. Non, c'est au contraire. Ils partent avec un mental fort, physiquement confiant en eux. Et puis, non, c'est que du positif. Raoul, que du positif? Oui, que du positif, parce que je pense que effectivement, des performances comme celle-là permettent aussi aux joueurs de se transcender et d'avoir un regain d'énergie au vu des compétitions à venir. Et surtout, face à des performances comme ça, on va bénéficier forcément d'un support supplémentaire, que ce soit financier ou même au niveau des supporters. Enfin bon, voilà, je pense qu'ils permettent également à la France de rester en Coupe d'Europe l'année prochaine également. Non, donc il va y avoir un soutien, je pense, derrière eux qui, si toutefois il y avait un épuisement, le comblera. Yann, vous êtes convaincu? Moi, je pense une seule chose, c'est que quand on fait des sports alors mineurs pour nous en France, parce que aux États-Unis ça fait partie des sports majeurs, mais quand on fait un sport mineur, pour pouvoir faire parler de soi, il faut briller au plus haut niveau possible. Donc ça fait quand même des années qu'ils ont des très bons résultats au niveau du championnat de France. Ils sont très régulièrement récompensés. Voilà, là maintenant, il faut aller taper au niveau européen s'ils en ont les possibilités, les capacités pour pouvoir faire parler d'eux, pour pouvoir gravir des échelons. Et l'expérience qu'ils vont emmagasiner sur une Coupe d'Europe va leur permettre de encore briller plus facilement en championnat. Et selon le coach, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu aller en finale, peut-être remporter la première ou la deuxième place. La seule chose, c'est que les gars, ils peuvent toujours faire. À partir du moment où on n'est pas champion, tant qu'on n'a pas gagné, voilà, on peut toujours progresser, on peut toujours faire mieux. Et attention, j'ai revu des messages sur Facebook il n'y a pas très longtemps d'expériences que j'ai pu avoir, parce qu'on est en pleine période de championnat de France pour moi. Et c'est vrai que le plus dur, c'est pas de monter sur la première marche, c'est d'y rester. Voilà, et ça, faut pas oublier ce type de déconvenus par la suite. Mais là, voilà, ils sont en phase de progression, ils continuent de grossir, continuent d'emmagasiner des belles expériences et du très haut niveau. Voilà, continuez les gars, allez-y, faites-vous plaisir et ramenez-nous la coupe à la maison. 13 victoires, 7 défaites depuis le début de la saison. Est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu puisé quand même, un petit peu Jean, dans leur réservoir? À votre avis. Le réservoir de quoi? Sans plomb. Le réservoir du physique ou du mental même. Du physique non, parce qu'une saison c'est une saison. Court, une saison de baseball. Une saison c'est quand même bon, c'est pas et tout le monde fait le même nombre de matchs. Ils ont peut-être donné comme objectif la Coupe d'Europe. Alors ça par contre on ne le sait pas, l'objectif du club, est-ce que c'était la Coupe d'Europe ou est-ce que c'était le championnat? Ça on ne connaît pas. C'était la Coupe d'Europe cette année. C'était la Coupe d'Europe, donc ils finissent 3e. Ils veulent bien sûr terminer le plus haut possible en championnat, pourraient se requalifier pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Voilà, mais ce qui est normal maintenant. Là, ils se sont confrontés à ce qui se fait de mieux en Europe dans leur discipline. Donc forcément, ils vont monter d'un cran au niveau national. Donc là, pour gagner leur prochain match, ils ont un positif de je sais pas quoi d'ailleurs. Je vais continuer ce que tu dis, parce que j'ai compris, mais en fait, ce qui se passe, c'est ça, voilà, là, vous venez de nous le dire, ils sont en ballottage compliqué pour pouvoir aller finir très bien sur le championnat. Il faut qu'ils fassent oui, mais justement, pour pouvoir refaire la Coupe d'Europe l'année prochaine, ça va les aider, ça va les motiver, ça va les motiver à aller chercher toutes ces victoires. Pas du tout, au contraire. Ils ont dû vivre un truc génial. On va voir quand même les pieds de Damoclès, parce qu'ils n'ont pas droit, ils n'ont pas de marge d'erreur. Alors ça c'est compliqué quand même. Hein. Donc ils vont peut-être un petit peu être fébriles, parce que lorsqu'on n'a pas de possibilité et de marge de manœuvre, c'est un peu plus compliqué. Mais là, allez, on leur souhaite d'y arriver et d'être qualifiés pour l'année prochaine. Ce sera le mot de la fin sur cette thématique. On passe maintenant à notre page débat. Dans cette page débat, nous allons parler d'une école, l'EMS Business School, une école de commerce sur les métiers du sport, vient de s'ouvrir à Guyancourt. À partir de septembre prochain, elle proposera des études post-bac pour diriger les étudiants vers les différents secteurs du sport, comme le management, le marketing, la communication, l'événementiel et le digital. On écoute le responsable de l'école au micro de TV 78. On s'est posé la question, moi-même issu du monde du sport, de l'univers du sport, on s'est posé la question qu'est-ce qui était fait autour de l'éducation, de ce qu'on pouvait proposer en termes de métiers autour des sports.
Et du coup, on a travaillé sur ce projet d'études de marché en études de marché. On s'est aperçu qu'en France, il existait très peu d'écoles spécialisées dans les métiers du sport business. Rien à voir avec STAPS où on forme des éducateurs. Là, on est sur notre là, on est vraiment en école de commerce spécialisée dans l'univers du sport business. Il y a seulement 4 écoles de ce type en Île-de-France. La question sur ce thème, êtes-vous convaincu par cette école? Oui ou non? Vous votez. Non pour Véronique Chaplin, ou on va faire un petit duel avec Jean. Véronique, vous commencez. Vous n'êtes pas convaincu? Je suis pas convaincue, je demande à voir. Je suis pas convaincue à aujourd'hui. Parce que le sport business, le sport est maintenant un support où tout le monde veut travailler dans le sport, de plus en plus, etc. Le projet est bien. Maintenant, je demande à voir l'opérationnel et concrètement le contenu et vers quoi ça tend, des choses vraiment concrètes. Est-ce que les encadrants sont des vrais professionnels? Est-ce que c'est pas seulement des encadrants extérieurs? Oui, juste en espérant que ça soit pas que de la récupération business et que l'objectif et les moyens mis sont réellement pour s'épanouir dans les métiers du sport. Donc, avec grand plaisir, je suivrai de près. Donc un petit bémol. Je ne suis pas encore convaincue parce qu'il y a des expériences que j'ai pu connaître qui ne sont pas toujours positives, mais je suis ravie que cette école se monte et je leur donne tout mon soutien et je suivrai ça de près. Jean. Oui. Moi. Attention. Non, moi. Vous êtes convaincu par Véronique? Oui, mais c'est toujours. Oui, j'écoute toujours avec attention ce que Véronique dit. C'est toujours très intéressant. Non, moi je suis convaincu. Même si c'est quand même une école un peu élitiste parce que c'est quand même 8 000 € l'année. Hein, c'est ça, voilà. Donc 8 000 € par an environ sur les 3 premières années, et la 5e année coûte 9 000 €. Mais il y a une possibilité de faire une alternance. Oui, donc c'est pas n'importe qui peut aller là. Déjà, après, dans le monde du sport actuel, il est certain que si au niveau de tout ce qui est agent, tout ce qui est directeur de marketing, tout ce qui est un peu plus encadré, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu sauvage. On a un petit peu, je veux dire, si moi demain ou nous on peut se monter agent de joueur comme ça là, du jour au lendemain, tac, allez hop, je le fais. Après, il faut normalement un diplôme. Ouais, des diplômes. Moi, je connais les agents, ils ont des diplômes, ils ont le BEPC, quoi. On dit pas des diplômes, toi. Ils ont un diplôme. Hein? Ah ben là, c'est sûr. Hein. Ah là, c'est sûr. Hein. Dans le football, moi, je connais des agents. Je ne sais même pas s'ils ont le BEPC. Hein. Ils ont des certificats d'études maternelles. Non, il n'y a rien pour l'instant. C'est pas trop contrôlé. Alors, si ces écoles-là, à la fin, on délivre un diplôme qui est reconnu après et qui est demandé pour encadrer des professionnels dans différentes disciplines, parce que les professionnels, on a de plus en plus besoin de cet encadrement, parce qu'on voit, notamment, on parle du football, c'est vrai, mais parce que c'est le football, c'est le sport numéro 1 ici, et que... Après, il n'y a pas que le football dans cette école. Hein. Non, mais je parle du football parce que c'est celui qui fait parler le plus de lui, et que c'est à travers ce sport en France où on voit des salaires mirobolants avec des gens qui perdent la tête complètement et qui dérivent complètement. Donc c'est vrai que si c'est pour former des gens, pour encadrer sérieusement ces sportifs-là, moi je dis oui à 100%. Après, là où je rejoins Véronique, c'est wait and see, quoi. Voyons un petit peu ce qu'ils vont en sortir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de sérieux, avec des encadrants sérieux, des intervenants sérieux et un résultat sérieux, ou est-ce que c'est simplement de la récupération déjà business pour eux, et après on verra pour les autres, quoi. Donc là, j'attends. En tout cas, les métiers du sport représentent 6% de croissance par an dans le commerce. Oui, bien sûr, c'est normal, ça. C'est pour ça que je vous dis, ça, on en a besoin. Raoul, qui vous a convaincu? Alors, vous étiez plus d'accord avec Jean, si mes souvenirs sont bons. Moi, je pense que c'est une bonne démarche. D'abord, 8 000 € l'année, c'est cher, ça c'est sûr. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup d'écoles de commerce qui sont en dessous de ce prix-là. C'est dans les prix du marché. Voilà. C'est ce que nous disait le directeur. Donc, c'est une école de commerce comme une autre. C'est jamais gratuit d'aller étudier, malheureusement, sauf à la fac. Par contre, voilà. Sauf que moi, je valide la démarche parce qu'effectivement, elle doit répondre à une certaine frustration. On est beaucoup à être passionné du sport. Malheureusement, on est très peu à pouvoir faire carrière en tant que sportif. Alors,
il y a déjà des brèches dans lesquelles on peut s'introduire, le journalisme, la médecine aussi, médecin du sport. Mais effectivement, ça va permettre peut-être de structurer un peu le cursus des personnes qui voudront approcher le sport d'une autre manière et de pouvoir gagner leur vie par ce biais. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième argument qui conforte mon propos, c'est que je pense que le sport a besoin de businessmen. Effectivement, il y a un sale aspect de l'argent dans le sport, je le reconnais. Corruption et autres, mais je pense que le sport et les sportifs ont besoin de businessmen, d'abord pour la gestion de leur carrière, ensuite parfois même pour leur reconversion, et parce que il y a certains sportifs, et je prends l'exemple de mon métier, à savoir l'équitation, il est impossible en tant que sportif de haut niveau de vivre de ses résultats en compétition. La plupart des cavaliers sont obligés de tenir des boutiques. Et j'imagine que c'est pareil dans d'autres sports. Donc, voilà, ou de jouer au PMU. Mais en tous les cas, je crois que l'approche business du sport est indispensable pour que voilà, le sport continue à rayonner et soit véhiculé par des gens sensés et formés. Voilà. Yann. Les réglementations, je vais juste parler de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réglementations sont de plus en plus compliquées. Les contrats le sont aussi de plus en plus. Il faut des vrais professionnels pour pouvoir les établir et pour pouvoir les lire et les comprendre. Donc, pour moi, c'est normal qu'il y ait des écoles pour pouvoir former les gens à... Alors, tout à l'heure, tu disais d'encadrement. Moi, je vais plutôt parler d'accompagnement parce que je pense qu'un agent de joueur, il est pas là pour l'encadrer. Il est plus là pour l'accompagner dans ses choix, dans les propositions qu'il va y avoir. Donc et ça peut être, je trouve que le mot encadrement c'est un peu c'est l'école, c'est le cadre de la maison, c'est donc le cadre familial. Là quand on a un agent, il est pas là pour jouer le rôle des parents, il est plus là pour alors sauf s'il n'y a pas eu de parents, et parce que dans certains sports, voilà, il y a eu ces problématiques. Les sportifs et les clubs ont besoin d'investisseurs aussi. Donc si on trouve justement, on forme des personnes à faire le lien entre les gens qui sont partants pour générer des fonds et les acteurs sportifs, ça sera bénéfique pour le sport, je pense. Je disais tout à l'heure, le caritatif, voilà. On se sert du sport pour faire du caritatif, mais aujourd'hui, on a énormément de mal à financer le sport, principalement. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien d'utiliser, mais c'est vrai que... ça serait bien de le financer aussi. Ce serait bien de le financer. Quand on voit que nos sportifs qui participent aux Jeux Olympiques, il y en a une grande majorité qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, c'est quand même fou, quoi. Ils vont nous représenter sur des événements et on est ultra fiers d'eux, mais derrière, faut bien voir la vie qu'ils ont au quotidien, quoi. Donc il faut des relais. Oui, des gens bien sûr, il faut les liens sport-entreprise des deux côtés, parce que c'est très utile pour les entreprises d'avoir l'appui de sportifs, même ponctuellement. Moi, je pense que voilà, toutes les qualités, la discipline, le sens de l'effort, etc., est très utile transposée dans l'entreprise. Et là, il y a vraiment des liens à faire. Et si cette école va dans ce sens-là, là, je dis bonus. Une vingtaine d'heures de cours par semaine environ, Véronique. 20 heures, oui, c'est bien, non, c'est bien, parce que je suppose que oui, très bien. En tout cas, si vous voulez découvrir cette école, des portes ouvertes sont organisées tous les samedis jusqu'à la fin du mois de juillet, boulevard Vauban à Guyancourt. On passe maintenant à notre page découverte. Dans notre page découverte, nous allons parler d'un sport peu connu du grand public, le kayak polo. Une journée du championnat régional de la discipline se tenait le dimanche 16 juin sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sport mélange à la fois le handball, le water polo. Il se pratique sur l'eau. Présentation de ce sport par des licenciés. C'est du kayak. Alors, il faut savoir faire du bateau. Et après, dès qu'on prend la balle en main, on oublie le bateau. Donc, si on n'est pas bon en kayak à la base, on n'arrive pas très bien à manœuvrer. Et ensuite, après, c'est un véritable sport collectif. On est obligé de mettre en place des tactiques, des techniques pour jouer, comme dans tous les sports collectifs de petits terrains, pour savoir où on est, où sont nos coéquipiers et savoir où on va surtout, pour aller vers le but et marquer. Les gens qui sont plutôt attirés, c'est les familles, les amis, on va dire, les gens qui passent parce qu'ils n'ont jamais vu cette activité. Voilà. La question sur ce thème, est-ce que c'est une discipline à tester ? Oui ou non ? Déjà testé, Non ? Jean, non. Je passe à des kayaks. Franchement, vous m'avez vu ? C'est pas un kayak qu'il me faut, moi, c'est un paquebot. Un paquebot, quoi.
Bon, en tout cas, est-ce que ça a testé? Pas forcément pour vous, mais... Oui, bien sûr que j'ai attesté, parce que c'est une discipline en plus qui est assez complète, hein, parce que le kayak, au niveau musculaire, c'est pas évident. C'est assez complet, et puis après, il y a quand même le sport collectif. Ils l'ont dit, ça rejoint un peu le handball, le volley. Donc bien sûr, ça va être très intéressant. Quelques années en arrière, j'aurais peut-être voulu le tester, mais là, je crois que là, je pourrais pas. Il me faudrait trop de bras pour avancer. Ou alors, je sais pas s'il a le sous-l'eau, peut-être. Bon, en tout cas, on ne leur a pas posé la question. Véronique. Oui, ludique, fun, à faire en famille, entre amis, etc. Découvrir. Moi, à fond, je vais y aller. Pour vous, Raoul? Bah oui, moi je vous cache pas que la plupart des sports qui sont proposés pour cette rubrique, en général, ça me laisse assez dubitatif. Mais celle-là, c'est la rubrique découverte. Ouais, en un seul mot. Dubitatif, en un seul mot. En un seul mot, oui. Mais celle-là, parce que elle a l'air de solliciter physiquement les pratiquants. Donc déjà, pour moi, c'est la condition sine qua non pour que ce soit un sport, et qu'en plus elle implique qu'il faut coordonner plusieurs choses à la fois. Je valide. Donc en tout cas, je vais vous donner quelques règles. Le kayak polo se joue à 5 contre 5 sur l'eau. Un match se divise en 2 mi-temps de 10 minutes. Un plan d'eau calme, délimité de 35 mètres sur 20 mètres en extérieur ou en piscine. Le ballon peut être lancé à la main ou projeté à l'aide de la pagaie. C'est assez rythmé parce que c'est un temps d'attaque de seulement 1 minute. Si on n'arrive pas à tirer au bout d'1 minute, il faut rendre la balle au camp adverse. Mais c'est sympa, il y aura ces coups de pelle encore. Il peut y avoir des accidents. Ouais, il y en a qui te prennent ces coups de rame, on voit, il a des grilles. Ah, c'est pour ça qu'ils sont protégés. Ah ben oui, non, parce que là sinon c'est bien. Yann. Déjà fait et alors déjà fait, tout simplement un stage d'été kayak sur le plan d'eau de Carcamont-Buisson et voilà, et donc quand vous êtes une petite dizaine, on met un ballon au milieu de l'eau et puis voilà quoi, on essaye le kayak ballon tout simplement. Voilà, on n'avait pas de but, mais voilà, une petite passe à 10. Donc déjà fait ce type de jeu, et parce que voilà, ça reste un jeu, et là où je te rejoins en effet. C'est un peu physique quand on n'a pas l'habitude de travailler avec ses bras. Ouais, justement. Comment on fait pour gérer un match? On est cramé au bout de 2 minutes, et puis après il y a un truc qui s'appelle le second souffle, qui fait que vous tapez un peu moins dedans, mais qui vous permet de pouvoir garder un peu d'endurance et de travailler sur l'endurance tout simplement. Et puis voilà, donc vous jouez pendant une demi-heure, mais c'est vrai que quand vous avez fini la séance, le lendemain vous savez ce que vous avez fait la veille. Parce que quand il faut aller chercher le verre ou le paquet de chocolat dans les placards, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup de blessures. Ça va être un sport où il ne doit pas y avoir énormément de blessures, donc c'est bien. Là, je souris, mais je ne dis pas que des bêtises. Le coup de pagaie sur la main quand. Oui, non, mais il faut être vicieux. Non, mais derrière la tête, plouf, quand il est passé, mais pas dans la main, ça sert à rien sur la main. Et quelle est la différence avec le polo classique? Raoul. Le bateau. Non, mais là, alors, de ce que je vois là, ça ressemble beaucoup plus si on reste dans les disciplines équestres, au horseball. C'est pas du polo du tout là. Non, pas du tout. Non, mais je pense qu'ils ont dit polo parce que le fait, souvent, quand le sport aquatique avec la balle, comme le water polo, ils ont dit polo, mais effectivement, il y a les mêmes cerceaux qu'au horseball. Mais voilà. Non, rien à voir avec le polo, par contre. Non, le polo, ça ressemble plus au cricket. Alors, c'est une discipline quand même assez ancienne, le kayak balle à la base, le kayak polo ensuite, se pratiquait déjà dans les années 30. Premier championnat du monde en 1994 en Grande-Bretagne. En 1983, première compétition nationale en France. Et aujourd'hui, il devrait y avoir environ 10 000 pratiquants en France. Véronique. Kayak polo, je suis très surpris parce que je ne connaissais pas du tout, je découvre. En effet, tu devrais plutôt appeler ça kayak polo. Ouais, voilà. Vous n'écoutez pas Véronique? Non. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit, Jean? Ni pour, ni contre, bien au contraire. Le chouchou en classe, on le disait en début d'émission. Je disais que 10 000 amateurs de ce sport, c'était pas mal pour... Oui, c'est pas mal. Mais c'est ludique. Le pratiquant. C'est ludique, c'est facile. Quand même. Mais bon, polo, c'est water polo, c'est pour le water polo. Kayak polo. Oui, mais kayak polo, le mot polo, c'est pour le water polo. C'est pas pour le sweat. C'est pas pour. On va pas poser la question. Bah oui, mais forcément.
C'est une histoire quand même, jeu de l'eau. Jean, quand même, dans ce sport. Ah mais moi je suis 100% pour ça. C'est très bien, c'est ludique, En plus je maintiens, il ne doit pas y avoir énormément de blessés. Parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a rien. C'est facile à mettre en place. Je veux dire, des plans d'eau plats, calmes, il y en a quand même beaucoup. Un peu partout, voilà. Donc c'est pareil, oui, il faut des kayaks. Donc là c'est moins, on a moins dans les jeux de garage, mais donc pour moi voilà, ouais, c'est vrai que c'est des sports qui sont faciles à appréhender, quoi. Vous pourriez tester, Jean. Alors vous devez essayer le bateau. C'est à peu près la même chose que le Quidditch. Vous devez l'essayer. C'est la marque qui va. Le célèbre sport dans Harry Potter. Ah, le Quidditch, à la rentrée, je le fais. Juste à côté. Je le fais. Bon, c'est noté en tout cas. Le Quidditch, c'est fait, mais là je pourrais pas malheureusement. C'est la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, focus sur une citation de l'ancien joueur de Manchester United, Eric Cantona. Un artiste, c'est celui qui a le don d'éclairer une chambre noire. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78. C'est du kayak.